à présent parler d'alcool, de consommation d'alcool avec cet ouvrage, L'alcool sans tabou. On en avait déjà parlé il y a un an. Maintenant, c'est spécialement dédié aux 12-35 ans. C'est signé de Thomas Orban et de Vincent Liévin qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors là, c'est spécialement dédié à la consommation d'alcool des jeunes. Mais jeunes, c'est 12-35 ans. C'est quand même assez large comme fourchette. Mais on est toujours jeune. Tout juste alors. Tout juste alors. En fait, ce qui se passe, c'est que à la sortie de notre livre, à notre grande surprise, il y a un an, on a été invité dans énormément d'écoles. Et donc, on a répondu aux questions à partir de la 3e secondaire jusqu'à la réto, voire parfois en début d'université. Et on s'est rendu compte que les jeunes avaient beaucoup de questions et donc elles nous ont permis, on a un peu coécrit ce livre avec eux, on s'est inscrit sur une chaîne TikTok aussi pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils voulaient parler d'alcool. Et ils nous disaient fréquemment, en fait, les parents ne savent pas nous parler d'alcool, on n'est pas très informés sur l'alcool, est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc on a fait un livre, 12-35, avec des QR codes et des phrases accessibles au plus grand nombre. Oui, voilà, c'est vrai que sur le format, on peut le lire en version papier, mais il faut garder son téléphone à portée de main. Il y a des liens, il y a des vidéos tutos YouTube aussi également avec le docteur Orban qui donne quelques petits conseils. Et vous ramenez aussi vers plusieurs liens. Est-ce que pour vous, quand on parle d'alcool aux jeunes, il faut utiliser leur langage? Oui, c'est fondamental parce qu'on ne parle pas de l'alcool, on ne boit pas. Vous et moi, quand nous étions légèrement plus jeunes, on ne buvait pas la même chose. Par exemple, je vous prends un bête exemple, mais en tout cas, on buvait sans doute plus de bière qu'eux aujourd'hui. Ils ont une tendance à boire de l'alcool plus dur. Nous avions cette chance qu'avec la bière, à un moment donné, nous allions à la toilette. C'est physiologique, ce qui n'est pas nécessairement le cas des alcools plus durs. Et donc aujourd'hui, ils ont tendance à boire dur et sucré. Ce qui fait qu'ils sont vite dedans, pour utiliser l'expression, 3-4 shots dans la première heure, alors que nous, dans le livre, parmi les conseils qu'on donne, on rappelle pas plus de 2 verres la première heure, et puis 1 verre par heure. Donc, évidemment, après quelques verres, on est dedans, mais ça permet toujours de garder un contrôle de la situation. Et quand on explique ça aux jeunes, ils disent « mais 2 verres la première heure, 1 verre par heure, mais vous voulez qu'on fasse quoi à notre soirée ?» Oui, c'est ça. Donc, il est quand même assez réaliste, ce livre, dans la mesure où vous n'êtes pas en train de vouloir absolument dégoûter tous les jeunes de la consommation d'alcool, qui fait partie de beaucoup de cultures et de la vie du quotidien. L'idée, c'est de leur donner les clés sur les conséquences d'une consommation excessive ou quotidienne, mais aussi sur comment pouvoir continuer à vivre socialement, parce que c'est une pression sociale aussi, l'alcool. La première chose qu'ils nous disent, on leur dit « mais pourquoi vous buvez finalement ?» Et ils disent « la première chose, c'est pour pouvoir se parler. » Donc pour qu'on puisse se parler, on boit 2 verres, et alors là, on se parle plus facilement. Finalement, il faut le reconnaître, les adultes ne font pas autrement. Donc c'est la première situation. Après, vous le dites d'ailleurs que pour vous, l'alcool, c'est le plus grand réseau social, en fait. Oui, le docteur Orban dit toujours que c'est le plus grand réseau social qui existe. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des parties dans le monde où on ne boit absolument pas d'alcool. Et j'imagine que les gens se parlent quand même. Mais chez nous, en tout cas, c'est comme ça, c'est culturel. Après un match de foot ou de hockey, dans les mouvements de jeunesse, là, c'est quand même un phénomène qui est en forte croissance. Et les parents ne se rendent pas toujours compte que quand ils déposent leur enfant dans un mouvement de jeunesse, le soir, quand il rentrera, suivant les âges évidemment et suivant les mouvements de jeunesse, il ne faut pas généraliser, il est quand même fort probable qu'il ait consommé un petit peu d'alcool avec les chefs, pas les chefs. Et donc là aussi, on est allé nous faire de la sensibilisation dans les mouvements de jeunesse et on a pu se rendre compte de l'étendue du problème. Enfin, si je peux quand même intervenir, j'ai quand même l'impression qu'aux réunions du dimanche, il n'y a quand même pas de consommation d'alcool et que tous les chefs, pour moi-même être impliqué dans ces mouvements de jeunesse via mes enfants, ayant un fils qui est chef scout, donc il y a vraiment une sensibilisation, ils n'ont pas le droit. C'est quand même important de le dire et de le dire aux parents qui ont des enfants chez les scouts. Ils n'ont pas le droit de boire de l'alcool. Mais je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que je ne généralisais pas. Mais j'ai été surpris, sincèrement, on a été surpris tous les deux de voir qu'il y avait des mouvements de jeunesse où c'était moins strict. Ouais. Mais justement, dans le livre, il y a aussi beaucoup de témoignages de jeunes que vous avez rencontrés. J'imagine qu'ils vous donnent des informations qu'on ne retrouve pas spécialement dans les études et dont certains parents sont parfois pas au courant. C'est quoi qui vous a le plus marqué dans les retours que vous aviez ? Par exemple, j'ai un jeune qui me dit je ne prends pas mon smartphone quand je vais à mon activité sportive, je prends 5 € sur moi. En cash. Donc c'est vraiment déjà, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui se prennent en cash nécessairement, mais donc, comme ça je maîtrise.
Sinon, si j'ai ma carte bancaire et mon smartphone, alors je ne maîtrise pas ce que je bois. Et il y a une différence d'âge, parce que là, vous mettez les 12-35 ans ensemble, mais au niveau physiologique, quand on est encore en développement, en pleine croissance, jusqu'à 25 ans en moyenne, les risques sont plus graves d'une consommation excessive d'alcool. En fait, le cerveau atteint sa plénitude à 25 ans. Donc avant, il est en construction. Et donc ce qu'on met dans le cerveau avant 25 ans, que ce soit l'alcool ou d'autres choses, c'est effectivement... on s'y attaque. Des professeurs d'université de l'ULB et de l'UCL ont toujours tendance à rappeler qu'ils ont le plus grand laboratoire de 18-25 face à eux et ils font des études pour prouver l'impact du cerveau et le fait que le cerveau est ralenti par l'alcool. Et malheureusement, les étudiants, et je les comprends, et nous l'avons fait aussi, boivent, on va prendre les examens de juin, boivent sans doute jusque fin avril, début mai, mais c'est trop tard en fait, parce que le temps qu'ils récupèrent pleinement leur capacité, ils sont toujours un peu impactés. Moi, j'ai une question sur les plus jeunes, puisque votre livre porte effectivement à partir de 12 ans, sur les jeunes à partir de 12 ans. Vous avez des chiffres sur la consommation d'alcool de ces 6 jeunes ados? On a eu l'exemple d'un jeune de 10 ans qui s'est retrouvé aux urgences récemment parce que il était tombé d'un arbre. Son papa dit c'est une chute, comme on a tous des enfants. Hein. Et il est arrivé aux urgences et le médecin des urgences lui a dit votre fils à une consommation d'alcool. Mais ce n'est pas possible, je l'aurais vu. Et il dit, sachez qu'il y en a de plus en plus qui arrivent chez nous. Mais ce sont des cas isolés. Ce sont des cas isolés, donc pour un âge aussi petit, c'est évidemment des cas isolés. Mais les 12-16 ans, on remarque une consommation de plus en plus fréquente et ça se traduit, par exemple, dans des consultations d'alcoologues, par des jeunes qui arrivent à 20, 23 ans, mais qui ont déjà parfois 10 ans, ou 8 ans, ou 5 ans de consommation d'alcool, ce qui est quand même relativement nouveau par rapport à la période que nous connaissions à notre âge. Vous donnez d'autres chiffres dans le livre, notamment sur les risques de devenir dépendant, et ils sont beaucoup plus élevés si on commence très jeune. Ah oui, alors ça c'est vraiment quelque chose, plus on commence jeune, plus en fait on dit au cerveau, vas-y, en confiance, c'est quelque chose de bien pour toi, et évidemment lui ne prend pas du tout le recul. Et en plus, comme c'est souvent cette boisson qui est sucrée, parce que on l'oublie, mais l'alcool n'a pas de goût, mais c'est ce qu'on ajoute pour que ça ait du goût. Et donc évidemment, c'est par là que les alcooliers accrochent le plus les jeunes femmes et les jeunes filles, c'est par le sucre. Et à un point tel que parfois, elles préfèrent un liquoreux à un vin rouge ou un vin blanc après, parce qu'elles ont été éduquées dans le sucre. Et donc ça, c'est un aspect effectivement très important. Donc les jeunes filles et femmes préfèrent le sucre aux garçons ? Non, mais on s'attaquait à la base qu'aux garçons. Et maintenant, c'est un peu comme malheureusement le tabac aussi. C'est les deux côtés. Pour le tabac, il y a eu tout de même des avancées, notamment en termes de goût. Tout à fait. Et puis il y a une législation qui est assez différente. Voilà, pour l'alcool, c'est quand même beaucoup plus laxiste. On voit un marketing assez agressif qui ne vise pas officiellement les jeunes, mais sur certains styles de publicité. Oui, et puis le plan alcool n'a toujours pas... il a abouti, mais a abouti vraiment d'une peau de chagrin. Et l'alcool reste accessible pour un grand nombre, dans des magasins ouverts presque jour et nuit, et à des âges où on pourrait croire parfois qu'on ne devrait pas le donner, et on le donne quand même. Alors, vous parliez tout à l'heure de notre société, ce côté un peu banalisation de l'alcool qu'il y a dans notre société. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil aux parents qui ont des ados à la maison? Leur comportement à eux peut avoir une influence sur leur façon aux enfants de voir l'alcool et de considérer cette consommation d'alcool? Tout à fait. Moi, je vais donner 2 exemples. Le premier, c'est je comprends tout à fait un parent qui n'a pas envie de parler d'alcool avec son enfant parce que lui-même consomme beaucoup. Donc c'est difficile de dire ne fais pas comme moi, puisque le parent est un référent. Donc ça, c'est la première chose, c'est oser en parler même quand on est en difficulté et peut-être être accompagné d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé. Et alors, l'autre exemple qui pour moi est important, c'est vraiment... Un papa nous donnait ce témoignage, il dit ma fille est partie avec une bouteille achetée chez un paquis et j'ai dit reviens, je te prends ta bouteille, je ne me fâche pas et je te donne une bonne bouteille. Et là tu peux partir avec. Donc il a créé l'espace de dialogue. Alors après, est-ce que ça n'est pas pour ça que sa fille n'a pas vidé la bouteille après? Mais au moins, il a créé un espace de dialogue sans se fâcher nécessairement tout de suite et punir. Et donc, voilà, c'est une approche, voilà. Ouais, et peut-être réfléchir, nous, à notre comportement d'adulte et à notre consommation d'adulte aussi. Ça aussi, parce qu'en fait, les deux tranches d'âge qui sont le plus binge drinking, donc qui consomment fort et dur, c'est les 15, 18, 20 et les 45, 50. C'est compliqué d'en parler dans une société où l'alcool est ultra présente. On le disait, elle fait partie aussi de la culture. Elle est très facilement accessible. C'est aussi légal, donc c'est compliqué de sensibiliser les jeunes au danger de quelque chose qui est légal.
dans les chiffres que vous donnez, la dépendance, les risques de dépendance, elles chutent aussi si on commence à consommer plus tard. Est-ce qu'après avoir travaillé sur ce sujet aussi longtemps, vous seriez favorable à ce qu'on repousse l'âge limite de consommation d'alcool comme c'est le cas aux États-Unis? Moi, je crois vraiment, évidemment, tout effort légal est bien, mais on sait aussi qu'on ne doit pas rouler au-delà de 120 km/h et on le fait quand même. Donc je crois beaucoup plus à la prise en charge par chacun, de se dire, tiens, je peux aussi, après mon activité sportive, imaginez que je bois 3 bières, je peux en boire une vraie, entre guillemets, et 2 sans alcool. C'est possible. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lieux, de buvettes qui permettent de boire sans alcool. Et donc, je crois qu'il ne faut pas nécessairement attendre quelque chose de l'État. Il faut aussi soi-même se dire, j'ai envie de boire, je bois un petit peu, mais je sais m'arrêter, ou en tout cas, je peux consommer autre chose. Parce que je sais que c'est difficile pour beaucoup de jeunes de dire, je bois une bière sans alcool avec 3 copains qui sont en train d'en boire une avec alcool. Donc, il faut être un peu aussi bienveillant envers l'autre. Merci beaucoup Vincent Liévin d'être venu nous parler de l'alcool sans tabou. On rappelle que vous écrivez ça avec Thomas Orban et que c'est spécial pour les 12-35 ans, oui. Mais on conseille peut-être aux parents aussi. Et aux grands-parents. On a eu beaucoup de grands-parents qui nous ont dit c'est intéressant, on va pouvoir en parler à nos petits-enfants parce que les parents ne le feront peut-être pas. Merci beaucoup. De rien.